Au deuxième jour de la grève dans le secteur de la santé, les médecins entrent dans la danse. Leur syndicat, le CIMEB, avait remis hier un mémorandum aux autorités régionales de la santé du centre. Vous entendrez le syndicat sur ses différentes revendications tout à l'heure. Leur patron avait démenti, mais le constat sur différentes routes nationales l'atteste. Les chauffeurs routiers sont en grève. Ils protestent contre l'arrêté communal qui limite leur droit de circuler dans la ville de Ouagadougou. Faut-il craindre une grève du côté des contrôleurs et inspecteurs du travail? Le SINACID, qui milite en leur faveur, a animé une conférence de presse ce matin. Le syndicat dénonce l'attitude du ministre de la fonction publique vis-à-vis de ses revendications. Il menace de durcir le ton si rien n'est fait. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Deuxième jour de grève générale dans le secteur de la santé. C'est le syndicat des médecins du Burkina qui se manifeste. Le CIMEB, qui a entamé un arrêt de travail ce mercredi, exige, comme les autres syndicats, de meilleures conditions de vie et de travail. Le point sur ces revendications avec Stéphane Zigani. Il est membre du conseil syndical du CIMEB. Alors, pour revenir rapidement sur les points saillants pour ce qui concerne le plateau technique, après un diagnostic sans complaisance du système sanitaire du plateau technique dans les hôpitaux au Burkina Faso, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème de matériel biomédicaux à tous les niveaux. Voilà, pour ce qui concerne l'imagerie, pour ce qui concerne la biologie et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé comme solution à ce problème au gouvernement? Nous leur avons dit, premièrement, il faudrait qu'on aille à une préqualification des marques. Cela voudrait que, de commun accord avec les sociétés savantes de chaque spécialité, que le gouvernement puisse assister et proposer une table ronde avec ces gens-là, afin qu'ils discutent ensemble pour trouver 2 à 3 marques au plus, voilà, pour chaque appareil, pour ce qui concerne chaque spécialité. Si on prend l'exemple, par exemple, pour la radio, si par exemple on peut payer un scanner, qu'on puisse homologuer au plus 3 marques. Le premier avantage, c'est qu'on aura d'abord les matériels de qualité et dans la signature des contrats, il sera mis clairement que tous ceux qui vont disponibiliser ces appareils vont en même temps assister à la maintenance des appareils. Donc cela va nous éviter le fait qu'à chaque fois on puisse payer des appareils par appel d'offres, voilà, pour ce qui concerne les marchés publics, et qu'on nous commande des appareils 1 an, 2 ans, 2 fois il y a des appareils qui viennent, on se rend compte que ce ne sont pas des bons appareils, alors que c'est des millions qu'on a utilisés pour payer ces appareils et ces appareils sont déposés. Alors deuxièmement, ce que nous avons proposé pour le plateau technique, c'est le leasing. Le leasing, ça veut dire quoi? En termes simples, en réalité, c'est les locations-ventes des appareils. On rentre en contact avec, bien sûr, en prélude des préqualifications avec les sociétés qui fabriquent ces appareils-là. Alors, ces sociétés vont venir déposer. Il y a des sociétés en tout cas qui sont prêtes à venir déposer leurs appareils sous forme de location-vente. Ça veut dire qu'une fois déposés les appareils, chaque mois, ils viendront faire le point pour voir combien d'actes on a posé avec les appareils. Et à travers ces actes-là, on fait le point de l'argent qui est rentré et à travers de commun accord avec les structures de santé, ils prendront une part et une part reviendra aux hôpitaux. On pourra équiper à 0 francs les hôpitaux. On pourra avoir deuxièmement un plateau technique en continu avec des examens en continu sans rupture pour toute l'année. Et troisièmement, on pourra également freiner les fuites de capitaux. Parce qu'il nous a été rapporté qu'il y a des agents de santé véreux qui se permettent de faire par exemple des examens, certains examens et qui empochent l'argent. Pour ce qui concerne l'émolument des agents de santé, nous n'avons pas demandé à l'État d'agir tout de suite et maintenant en appuyant pour tout ce qui concerne tous les agents de santé. Nous leur avons dit, c'est bien vrai que vous avez un problème de trésorerie, mais ce qu'on vous demande là, c'est qu'on ait au moins un début de mise en œuvre. Donc je pense que c'est une preuve de bonne foi de notre part et ça témoigne encore une fois de plus que ce qui nous tient beaucoup à cœur là, c'est qu'on ait un système de santé performant et qualitatif pour nos populations. La grève des médecins a pris effet ce mercredi. Celle du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, a débuté hier. 2 dates différentes pour entrer en action, ce qui laisse entrevoir des points de divergence entre 2 syndicats qui luttent dans le même domaine. Pourquoi le CIMEB et le SINCHA vont-ils dans leur lutte en rang dispersé? Rémi Lambert-Nébier a rencontré les 2 organisations syndicales.
Sur le terrain, le constat est implacable. Tous les agents de santé sont en grève. Fût-il du SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, ou du CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina Faso. L'action semble concertée. Mais à la bourse du travail, il n'y a que les membres et sympathisants du SYNCHA. Le CIMEB a décidé de ne pas tenir de piquet de grève. De plus, le CIMEB débute sa grève ce jour 22 mai, alors que le SYNCHA l'a entamé depuis la veille. Deux remarques qui font appel à une question. Ces deux syndicats de la santé sont-ils réellement sur la même longueur d'onde? Alors, quand vous regardez notre préavis de grève, c'est en accord, en union d'action syndicale avec 3 autres syndicats que je viens de citer. Le syndicat autonome des infirmiers du Burkina, le syndicat des sages-femmes et accoucheuses du Burkina et le syndicat des administrateurs des hôpitaux. Donc on ne va pas en singleton, on va en grouper. Mais on aurait souhaité davantage que le SYNCHA, qu'on ait en union d'action syndicale en plus de ces syndicats avec le SYNCHA. Bon, mais malheureusement, nous saurions vous l'expliquer pourquoi ils n'ont pas répondu favorablement à notre lettre de demande. Le SYNCHA, de son côté, dit pourtant être ouvert à l'unité d'action, mais ne perçoit pas pour le moment l'opportunité. Il peut y avoir des situations où on a besoin de se coaliser pour faire une unité d'action. Ça, ce n'est pas exclu. Mais pour le moment, nous avons un protocole d'accord. Nous avons un protocole d'accord que nous défendons. Ça veut dire que l'unité d'action, là, c'est pour s'entendre sur un certain nombre de points communs. Alors que là, dans notre protocole d'accord, on ne sait pas quel point il faut laisser, parce que tous les points n'intéressent pas les autres. Voilà. Donc nous allons d'abord défendre notre protocole d'accord. Maintenant, après ça, on pourra voir ce qui va suivre. Y a-t-il donc des divergences dans les revendications de ces deux syndicats du personnel soignant? Pour des raisons, des principes syndicaux, il ne nous est pas donné d'analyser la plateforme revendicative de nos syndicats. Parce qu'un syndicaliste ne doit pas aller à l'encontre de l'intérêt de quelqu'un. Un syndicaliste ne doit pas mobiliser les gens pour aller à l'encontre des intérêts d'autres. Donc de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir divergence. Voilà. Bon, maintenant, dans le constat, selon les débats, selon les expériences des uns et des autres, on peut constater quand même. Le fair play syndical a prévalu sur la question. Mais selon nos sources, les deux syndicats auraient des divergences sur la question de carrière des conseillers de santé. À l'intention du SYNCHA de permettre les conseillers de santé d'accéder au grade de docteur par promotion, se dresse le refus catégorique du CIMEB qui propose qu'on les reclasse à défaut dans une catégorie spécifique. La question de l'octroi de primes de responsabilité de soins ou de responsabilité médicale diviserait aussi les deux syndicats. Si l'unité d'action d'autres syndicats ont pu être interprétées comme leur force, au sein de la santé, on ne s'estime pas non plus pénalisé par ces divergences. Mais nous pensons que nous avons paralysé tout le pays. Voilà. Maintenant, ce n'est pas ça qui fait l'handicap. L'handicap, là, c'est l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent. Voilà. Je dis bien l'irresponsabilité parce que la grève est massivement suivie. À noter que c'est la toute première fois que tous les syndicats de la santé décident d'aller en grève presque de façon simultanée. Au département de la fonction publique, la menace de grève est réelle. Le SYNACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, vent debout contre le ministre Seni Ouedraogo, accusé de refuser le dialogue. Face à la presse ce matin, le syndicat a menacé d'aller en grève si toutefois le gouvernement ne respectait pas ses engagements pris en 2017. Romo Kuita. Le protocole d'accord a été signé le 29 décembre 2017 entre le gouvernement et le SYNACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail. Plus d'un an après, la mise en œuvre est de 10%, à en croire le syndicat. L'administration du travail dit faire toujours face à un manque criard de matériel roulant, aucune action entreprise dans la réfection des locaux et le non-respect des engagements du gouvernement dans l'augmentation des ressources et la question de la formation continue qui reste toujours en suspens. Le gouvernement s'est engagé à fournir à l'administration du travail 10 véhicules en 2018 et 10 autres en 2019. À la date d'aujourd'hui, seuls 5 véhicules ont été acquis. De l'entretien des véhicules, le délai prévu pour réaliser l'engagement était fin janvier 2019. À la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. De la réfection des locaux en passant par la construction des sièges des inspections de Ouagadougou et de Bobo, aucune action sérieuse n'est posée.
de l'augmentation des ressources et de la liquidation et de la question de la formation continue. Les engagements ne sont toujours pas respectés. Le non-respect des engagements, mais aussi le refus du dialogue. Le SYNACIT estime avoir adressé 6 demandes d'audience au ministre Seni Ouedraogo, restées sans suite. Nous avons, il y a 2 semaines de cela, publié une déclaration dans les presses pour dénoncer, d'une part, le refus du dialogue social au sein de notre ministère, mais d'autre part, le management dont il est question au sein de notre ministère. Vous comprenez avec moi que, après avoir tenté, par 6 reprises, à travers des correspondances bien écrites, officielles, transmises à l'autorité pour demander des audiences, notre ministre n'a jamais daigné vouloir répondre à nos correspondances. Comme les autres syndicats déjà engagés dans la fronde, le SYNACIT compte aussi aller en grève si à l'issue de la rencontre de ce jeudi 23 mai avec les autorités du ministère, il n'y a pas de proposition concrète. Si vous avez emprunté les principales sorties de la ville de Ouagadougou ces dernières 48 heures, vous l'avez certainement remarqué, des camions de gros gabarits en longue file d'attente. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina a fini par l'admettre. Le long stationnement est en réalité une protestation contre l'arrêté du conseil municipal de la ville qui oblige les poids lourds à circuler désormais entre 22h et 5h du matin. On voit cela avec Luc Pagbelgem. Du pont de Boulmiougou à Yimdi, après le péage sur la nationale numéro 1, c'est une longue file de véhicules poids lourds stationnés depuis la veille pour certains et au petit matin pour d'autres. Ces mastodontes ne sont pas prêts de démarrer ce mercredi. Les chauffeurs disent être suspendus à la décision de leur patron. Il faut voir, si le camion ne doit pas rouler de 5h jusqu'à 22h, on va travailler comment? On ne peut pas travailler. Marchandises que nous on prend là, on doit décharger ça chez les commerçants. Les commerçants vont faire comment? Donc on est obligé de s'arrêter ici. Donc vous attendez quelle heure pour démarrer? Bon, on attend leur ordre maintenant pour démarrer. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Donc c'est le mot d'ordre du syndicat? Voilà, c'est le mot d'ordre du syndicat maintenant, nous on attend. Ces patrons ne sont autres que l'OTRAF, l'Organisation des transporteurs du Faso, et l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. Selon un communiqué de la mairie, l'UCRB a reconnu être l'instigateur de ces stationnements transformés en mouvement d'humeur. Dans ce même communiqué où le conseil municipal reconnaît l'échec des négociations, il était question dans un premier temps de stationner hors de la ville et reprendre la route aux heures indiquées dans le nouvel arrêté. Mais non, malgré la proposition d'escorte à 22h, c'est un non catégorique qui leur a été proposé par l'UCRB qui a exigé une révision profonde immédiate de l'arrêté. Quand vous êtes là, c'est quoi vous attendez pour bouger? Nous on attend un nouvel ordre. Mais j'espère que vous n'allez pas bloquer la circulation cette fois-ci. Cette fois-ci on va bloquer. S'ils ne changent pas les programmes là, on va bloquer. Donc chaque fois que vous avez un problème seulement, vous bloquez et puis c'est nous on a envie de souffrir quoi. C'est ça. Je peux dire que c'est les chauffeurs qui fait... Oui, qui envoie manger tout carburant, manger tout. Je veux dire que c'est les chauffeurs là. Parce qu'un motocycliste ou bien un député peut pas sortir avec son camion, aller à l'étranger, apporter marchandises avec carburant envoyé. C'est nous les chauffeurs, les grands camions qui envoient ça. Donc le pays là, c'est dans votre main quoi. Le pays, c'est dans les mains des chauffeurs. Je veux dire ça. Parce que si les chauffeurs garent, personne ne rentre. Carburant va finir, manger va finir. Qui va envoyer? On n'a pas port pour envoyer bateau. À l'image de la nationale numéro 1, la nationale numéro 5 a le même visage au deuxième jour de mouvement. Là aussi, des camions à perte de vue. Une seule amélioration dans ce mouvement de chauffeurs, le trafic qui était moins troublé. La RN4 route de Fada est l'entrée où la circulation était plus perturbée à cause de l'étroitesse de la voie. C'est suite aux nombreux accidents de la circulation mettant en cause les véhicules poids lourds que le conseil municipal de Ouagadougou a décidé de sévir avec un arrêté du 7 mai portant réglementation de la circulation des poids lourds dans la ville la journée. Pour les chauffeurs, la responsabilité des accidents n'est pas seulement à leur niveau. À vrai dire, il dit que les gros camions ont fait des accidents sur la route. Mais à vrai dire, les gens en ville, les cyclos, ce n'est pas notre problème. Par exemple, le camion l'a chargé là.
pour pouvoir rouler en ville aussi. Si tu rentres en ville, les motoristes, les élèves, ils roulent au hasard. L'accident là, ça ne veut pas dire que si on fait l'accident là, on a besoin de faire l'accident. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, on n'a pas besoin de faire l'accident. Si c'est en ville aussi, les élèves, là, tout, si le maire là-bas voit, il n'a qu'à voir. Malgré les camions stationnés, les motocyclistes, eux, gardent leurs habitudes, circuler où il ne faut pas. C'est en se comportant de la sorte que très souvent, 2 roues et leurs conducteurs se retrouvent sous les 4 roues avec malheureusement des pertes en vie humaine. Le mouvement des chauffeurs se poursuit aux entrées de la capitale burkinabé et le conseil municipal se dit disposé à toute discussion tout en espérant que les différents acteurs reviennent à de meilleurs sentiments. Sur ce mouvement d'humeur des chauffeurs routiers, le gouvernement affiche toute son intransigeance. Force doit rester à la loi, pas question de laisser les camions circuler avant 22 h selon le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Une rencontre gouvernementale qui s'est penchée sur plusieurs autres questions, dont l'approbation d'un marché de construction d'écoles estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Bessogré, John William Somda. 10 millions de dollars pour la construction de 100 complexes scolaires dans 3 régions du Burkina Faso. Composés de 3 classes de panneaux d'électrification et de matériel, ces complexes devraient permettre au Burkina Faso de réduire drastiquement le nombre de ses écoles en paillotte. Nous avons approuvé les conclusions d'un marché qui a été un marché conçu sur la base d'entente directe pour les travaux de construction de 100 complexes scolaires équipés et électrifiés dans les régions de la Boucle du Moun, du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du plateau central. Ces constructions rentrent dans le cadre donc, de la résorption de ce que nous avons appelé les écoles paillotes. Et dans ce cadre-là, la République populaire de Chine a accompagné le Burkina avec une subvention de 10 millions de dollars. Nous voulons que les 100 complexes soient livrés pour la rentrée d'octobre 2019. Au titre du ministère des Finances et de l'Économie, les décrets applicables au corps des greffiers, au personnel GSP et aux eaux et forêts ont été adoptés au cours du Conseil des ministres de ce 22 mai. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté 2 décrets modificatifs de décrets portant classement indiciaire applicables au personnel du corps des greffiers et au personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Nous avons également adopté, toujours à ce titre de ce ministère, un décret portant modalité de reversement du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Ces 2 décrets doivent nous permettre de corriger les entassements de plusieurs promotions dans les mêmes échelons que nous avons constatés lors des premiers reversements qui s'étaient opérés. Le Burkina Faso à la recherche de sa place de leader de la filière coton. Jadis premier producteur, le pays des hommes intègres a depuis quelques années perdu de sa superbe en la matière. Une situation qui pousse le gouvernement burkinabé à prendre des mesures pour inverser la tendance. Les dettes internes et externes et qui sont évaluées autour donc, de 11 milliards 3, une décision a été prise effectivement d'accompagner les cotoculteurs à l'effet d'apurer totalement donc, cet endettement-là qui était devenu un goulot d'entanglement. L'autre mesure, c'est aussi donc de regarder un peu sur le coût des pesticides, notamment donc les pesticides donc de spécialité qui étaient donc prévus, qui coûtaient donc 7 800 francs. La dose effectivement donc qui était prévue. Les discussions ont permis donc aux cotonniers de s'engager en mettant donc une enveloppe donc de 2 milliards 300 à l'effet donc d'apporter une réduction, ce qui fera qu'on sera à 7 000 en tout cas pour cette campagne-là. L'autre mesure qui a été prise, qui est très importante, c'est que nous avons décidé de traiter systématiquement l'ensemble donc des semences qui sont mises à la disposition des cotonculteurs pour être sûr effectivement donc que les semences que nous mettons sont donc de qualité. L'autre point abordé par les membres du gouvernement au titre des communications orales porte sur la mesure sur la circulation des camions dans la ville de Ouagadougou. À ce sujet, le gouvernement se veut inflexible sur la mesure, les enjeux étant très importants. Et le ministre des Infrastructures, le ministre de l'Urbanisme, ils ont une réunion, je pense, dans les heures là, afin qu'on trouve une solution qui soit à la fois respectueuse du besoin des populations d'avoir un peu plus de sécurité, respectueux également de l'autorité, puisqu'il y a un arrêté qui a été pris, mais qui prennent également en compte les préoccupations des chauffeurs, notamment en ce qui concerne les aménagements d'aires de parking. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est qu'il faut dégager les accès de Ouagadougou. Sur cette question-là, le gouvernement reste inflexible. Si les enseignants ont suspendu leur mot d'ordre de grève, le Front social demeure toujours agité. Selon Rémi Fulgence d'Anguinou, les négociations sont en cours et des solutions devraient être trouvées.
Non, les ministres responsables des différents départements travaillent là-dessus. Les agents des péages ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Bon, il y a des discussions qui sont en cours. Mais il est normal que les revendications s'expriment. Il est obligatoire aussi au gouvernement d'apporter des réponses. Mais il est essentiel pour chacun de trouver le juste milieu. Le gouvernement a également approuvé les résultats relatifs à un appel d'offres international pour l'aménagement, le bitumage et l'assainissement de succession de 3 rues à Ouagadougou. La rue 30-215, 259 et la rue 28-01. L'administration douanière burkinabé poursuit dans sa dynamique de facilitation des échanges commerciaux. Après 11 mois de travaux, la Direction générale des douanes propose 2 nouvelles mesures. Il s'agit du mécanisme de décision anticipée et de l'étude du temps nécessaire à la main levée. On en sait plus avec Roméo Kweta. Pour importer une marchandise au Burkina Faso, le temps moyen nécessaire est de 5 jours et plus de 2 heures. La faute a des redondances, une lourdeur dans les procédures. Près de 87 étapes à franchir pour chaque importation. L'administration douanière le reconnaît. Cette situation constitue un véritable goulot d'étranglement dans le processus de dédouanement. C'est donc pour réduire le délai des opérations douanières qu'a été menée l'étude sur le temps nécessaire à la main levée des marchandises. L'étude du temps nécessaire pour la main levée, c'est un miroir. Nous avons le courage en tant qu'administration de nous regarder dans ce miroir et de dire ce que nous faisons, c'est bon mais ce n'est pas arrivé. Je suis un commerçant, j'ai 3-4 camions qui font la route, mais si chaque camion vient rester 5 jours, 10 jours, mais je peux estimer que la rotation n'est pas bonne pour moi. Moi qui veux, sitôt arrivé, sitôt reparti, pour fructifier mes affaires. L'administration douanière vise à travers cette nouvelle plateforme à faire passer le temps moyen nécessaire à l'importation qui est actuellement de 5 jours à 1 jour à l'horizon 2021. L'autre mesure prise en compte dans l'étude, c'est le mécanisme de décision anticipée. Elle va permettre aux opérateurs économiques par anticipation de connaître la position tarifaire et l'origine d'une marchandise pour éviter à l'arrivée d'avoir des difficultés avec la douane. Imaginez à l'avance qu'un opérateur vienne voir l'administration. Je voudrais importer 10 000 tonnes d'une marchandise donnée. Mais je voudrais que l'administration me dise à quelle position tarifaire cette marchandise est classée. À l'avance, l'administration des douanes est au courant que cet opérateur veut importer 10 000 tonnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on nous dit, dans 3 mois, 4 mois, quelles sont les marchandises qui seront importées au Burkina, ben bon, on va faire des estimations, on va essayer de faire des estimations, ou bien en tout cas de faire des hypothèses. Mais si on a des opérateurs déjà qui sont venus s'annoncer, voilà, à travers les décisions anticipées, qui vont importer des marchandises, ça peut être intéressant pour l'administration. Le mécanisme devra aussi apporter une plus-value en termes de transparence dans les opérations. Une fois mises en œuvre, ces réformes devraient permettre de créer un environnement des affaires favorable aux échanges commerciaux. L'étude qui a duré 11 mois a été réalisée par l'administration douanière et ses partenaires sociaux avec un appui technique de l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes. Pour alléger les procédures dans le domaine de la construction des logements, il y a désormais un guichet unique à la matière. Le CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire, a ouvert ses portes dans le centre-est, à Tenkodogo. Le ministre en charge de l'habitat a procédé à son inauguration, une structure qui vient soulager les populations de Tenkodogo des tracasseries liées à l'obtention des titres de construction. Didier Daourou, Arsène Konditamde. C'est un bureau fort de 5 membres qui aura pour tâche de faciliter les formalités d'actes de construire. Le CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire, est un guichet unique créé par l'État burkinabé pour faciliter l'obtention des actes de construire définis par le Code de l'urbanisme et de la construction. Le lancement officiel de ces activités à Tenkodogo a été l'occasion pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bodané, de rappeler l'importance d'acquérir les documents nécessaires avant tout projet de construction. Ces autorisations, comme vous le savez et comme nous l'avons dit dans notre intervention, permettent de sécuriser et de légaliser tous les investissements dans le domaine de la construction. Vous avez été témoin ces derniers temps de bâtiments qui ont cédé
et qui, dans certains cas, ont fait des victimes. Donc, le gouvernement a pris l'engagement de pouvoir doter tous les chefs-lieux de région de cette structure de facilitation pour permettre une meilleure construction de l'ensemble des bâtiments, qu'ils soient privés ou publics. Le CEFAC délivre le permis de construire, le certificat d'urbanisme, le certificat de conformité et le permis de démolir. Des formalités qui relèvent des activités de la maison de l'entreprise. Elle a pour rôle de faciliter les formalités d'actes de construire. Le gouvernement, dans sa volonté d'améliorer le climat des affaires, a décidé de centraliser l'ensemble des formalités en un seul endroit. Et cet endroit, c'est la maison de l'entreprise. Dans cette maison, vous rendez, lorsque vous voulez construire votre maison, vous rendez avec votre document, les documents nécessaires que l'on vous demande pour que vous puissiez avoir cette autorisation et que vous allez construire en toute quiétude. Parce que des observations seront faites sur les plans. Tous les documents techniques pour votre maison seront analysés et des avis seront donnés pour vous-même vous dire attention sur tel ou tel aspect, vous devrez corriger telle ou telle chose. Donc lorsque cette autorisation est donnée avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les mairies, les ministères, les sapeurs-pompiers, tous ceux-ci doivent s'assurer que la maison qui va être construite respecte les normes et sera en sécurité. C'est donc une aubaine pour la ville de Tenkodogo qui abrite cette année les festivités du 11 décembre. À l'occasion, Maurice Dieudonné Bonani a fait le constat de l'évolution des travaux de construction des infrastructures. Pour lui, il est trop tôt pour se prononcer sur l'état d'avancement des travaux. C'est connu, le secteur du coton est entièrement privatisé dans l'espace UEMOA. C'est une réalité depuis quelques décennies dans les pays membres et au Tchad. À ce jour, quel bilan de toutes ces privatisations? Des acteurs des 8 pays membres de l'UEMOA et du Tchad lancent la réflexion. À Ouagadougou, Arsène Konditamdi. Le coton dans l'espace UEMOA constitue la principale source de revenus de plus de 15% des ménages ruraux. Comme bien d'autres filières agricoles, l'or blanc de la sous-région filait à un moment donné du mauvais coton. Et ici, en son temps, la privatisation totale ou partielle du secteur a été envisagée comme la solution. Elle n'a pas partout produit les mêmes effets. Ces crises récurrentes ont surtout démontré la capacité de résilience des sociétés cotonnières. Il a été noté que certaines filières cotonnières dans plusieurs États ont pu résister aux nombreuses crises et chocs qui les ont secouées grâce à l'amélioration de leurs performances institutionnelles suite au renforcement de leurs dispositifs de gestion interprofessionnelle, l'amélioration des performances économiques pour prévenir de nouvelles crises et mieux affronter la concurrence des pays producteurs les plus compétitifs. Et enfin, la résilience face au dysfonctionnement du marché international de la fibre et à la volatilité des prix. Vecteur de croissance, de réduction de la pauvreté et de contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'or blanc est une aubaine pour l'économie ouest-africaine. Réunis à Ouagadougou ce 22 mai, les acteurs de la filière venus des 8 pays de l'UEMOA et du Tchad capitalisent leurs expériences afin d'apprendre des bonnes pratiques des uns et des autres. C'est justement pour échanger autour de tout ce qu'il y a eu comme mesures qui ont été prises par les sociétés cotonnières pour pouvoir résister. Et ça mérite qu'il y ait des échanges autour de toutes ces initiatives-là pour que les différentes expériences soient échangées, connues, capitalisées par la commission de l'UEMOA et diffusées aussi pour que les différents acteurs, les différents États, les décideurs, les acteurs de la filière coton puissent vraiment s'imprégner. Je crois qu'on n'en a pas certainement fini encore avec un certain nombre de soubresauts au niveau international. Sont présents à cette rencontre des producteurs, des égreneurs, des organisations régionales professionnelles et des institutions régionales. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de compétitivité du coton de l'UEMOA, financé par l'Agence américaine pour le développement international. Le temps ne passe pas, il existera toujours. C'est nous qui passons. Nous ne perdons pas le temps, il est infini. Nous nous perdons nous-mêmes, c'est nous qui sommes limités, c'est nous qui vieillissons par le temps. Faisons-en donc une utilisation judicieuse. Merci de vous occuper de votre vie et de laisser autrui s'occuper de la sienne. Merci surtout de votre fidélité à BF. À demain.